Le temps pour nous, Mariam Pierzadeh, bonjour, de faire un point sur la situation en Iran. Évidemment, cette actualité diplomatique intense a relégué au second plan ce qui se passe en Iran. Pourtant, on a quand même des nouvelles à vous donner de la situation sur place, où vous vous penchez pour nous sur les récits extrêmement difficiles à obtenir. Ça fait, il y a 2 semaines, l'Internet a été coupé. On a eu beaucoup de mal à joindre notre correspondant à Téhéran, qu'on a eu par téléphone. Mais pour ce qui reste des autres Iraniens, c'est beaucoup plus difficile. Or, c'est très important d'avoir leur témoignage pour comprendre ce qu'il s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui. Oui, exactement. Il y a encore des messages que j'ai envoyés le jeudi 8 janvier à 17h et qui restent toujours non lus. Donc, la majorité des Iraniens aujourd'hui n'a toujours pas Internet. Alors, voilà, on va parler des témoignages que j'ai recueillis. J'ai pu parler avec 2 médecins qui sont partis d'Iran, mais qui étaient mobilisés le soir du jeudi 8 janvier, du vendredi 9 janvier, au moment de la répression. Le témoignage d'un médecin qui a quitté l'Iran. Donc on va le lire ensemble. Voilà ce qu'il m'a dit. Pour des raisons de sécurité, on ne va pas diffuser sa voix, mais on a transcrit mot pour mot ce qu'il nous a raconté hier. Premièrement, l'ampleur de cette catastrophe est bien plus grande que ce qui a été révélé jusqu'ici. Deuxièmement, les médias ne montrent que le courage, la bravoure et l'héroïsme, etc. Or, la principale raison qui a poussé ces gens à s'exprimer et à descendre dans la rue, c'est la souffrance. Une souffrance qui leur fait comprendre que c'est maintenant ou jamais. Et tous croient que c'est vraiment maintenant ou jamais. Du moins, la communauté internationale européenne, car je sais que le président Trump ne les aide pas et va laisser faire. Et si ça ne change pas de cap, l'Iran va suffoquer. Voilà ce qu'il me disait, notamment sur comment ces révoltes ont pu être traitées dans les médias internationaux, sur la question des morts, puisqu'il y a plusieurs bilans. La République islamique a donné pour la première fois un bilan hier de 3127 morts, mais nous suivons depuis le début, depuis 3 semaines maintenant, plusieurs ONG qui arrivent à répertorier, à redonner un visage à la répression, et le bilan est plutôt de 4902 morts, et en plus 2387 qui ne sont pas identifiés, et pratiquement 27 000 arrestations. Donc la deuxième chose qu'il me dit sur ça, ce médecin, il est impossible de connaître le nombre exact de morts. La raison, c'est que beaucoup sont morts dans la rue, sans avoir pu atteindre l'hôpital. Leurs familles les ont ramenés chez elles pour les soustraire aux autorités, puis les ont emmenés dans un lieu secret pour les enterrer à l'abri des regards. Par exemple, les blessures que j'ai vues étaient des blessures qui donnaient l'impression que les personnes touchées s'étaient enfuies, qu'on leur avait tiré dessus sans but précis dans la foule, de biais. Ce n'est pas le genre de blessure que l'on a pu voir, par exemple, dans le passé, lors, par exemple, d'affrontements entre des voleurs et la police. Ce ces deux médecins me racontent, c'est que c'était des blessures de guerre, des scènes de chaos, des scènes apocalyptiques, avec des dizaines et des dizaines de personnes qui arrivaient. Et en fait, ils ont soigné comme ils ont pu, comme en fonction de l'urgence en fait des blessures. Il raconte sur ces hôpitaux notamment qui ont été submergés. Par exemple, je sais, on va voir ce troisième témoignage. Par exemple, je sais que les hôpitaux privés impliqués dans cette affaire étaient saturés. Ces derniers jours, les patients sont arrivés en masse. Et ce n'était pas le genre d'hôpital privé qui refuse de soigner les patients tant qu'ils n'ont pas payé. Non, ces hôpitaux privés ont accepté tout le monde, même s'il s'agissait effectivement d'hôpitaux, voilà, on le voit. Tous les hôpitaux disaient qu'ils ne voulaient pas, les médecins disaient qu'ils ne voulaient pas gagner d'argent, que les soins devaient être gratuits et que les patients devaient être à l'aise. Mais le nombre de blessés était tellement élevé que les équipes médicales étaient débordées. Il me fait état également d'un de ses collègues à l'hôpital où il travaillait, l'un des hôpitaux publics de Téhéran, qui a été tué sur le chemin alors qu'il se rendait au travail. Rendez-vous compte, donc on est jeudi soir, ils n'ont plus Internet, les communications sont coupées, donc c'est très compliqué de joindre les médecins pour leur demander d'arriver en urgence pour traiter cet afflux de personnes touchées par balle. Les 2 médecins avec qui j'ai pu parler me disent qu'il y avait tous les âges, qu'ils ont opéré par exemple un homme de 70 ans qui avait été atteint dans le dos, des enfants, des adolescents de 14 ans, et vraiment des scènes qu'il disait n'avoir vu que dans les films jusqu'à présent. Tous ceux qui devaient mourir sont morts, tous ceux qui avaient besoin d'une opération, on les a opérés. Mais à partir de minuit, jeudi, le type de blessure a changé. C'était des balles de guerre. C'était comme s'ils avaient reçu l'ordre de tirer sur tout le monde parce que c'était la guerre.
J'étais encore au bloc opératoire à 2 heures du matin vendredi quand ils ont appelé pour dire qu'un blessé était arrivé avec une balle de guerre. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus que des balles de guerre. Et c'est exactement ce qu'on a pu voir dans les vidéos qui ont pu émerger d'Iran. Ces fusils, ces mitraillettes, ces chars également qui étaient déployés dans les villes d'Iran. Et il y a même un médecin qui m'a donné ce récit qui fait froid dans le dos. C'est comme si les autorités avaient donné un permis de tirer et de tuer à toutes les forces de sécurité. On me fait état également de Basiji, donc cette force qui réprime très jeunes, des jeunes hommes de 14, 15 ans, 16 ans qui sont déployés, des Irakiens, des Afghans également qui étaient déployés dans les rues. Donc c'est une situation sécuritaire extrêmement importante. Je rappelle le bilan donc de HRANA, une ONG qui est basée à l'étranger, mais qui est très fiable sur les chiffres en Iran, qui a pu identifier 4 902 morts, qui doit encore identifier 9 387 personnes qui ont disparu et 26 541 arrestations. Voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, pour le bilan, effectivement, il est beaucoup plus élevé que les chiffres pour le moment que donnent les ONG. Qui sont déjà là aussi très lourds. Un mot de ce qui se passe aujourd'hui. Je disais en introduction, c'est très difficile de contacter les Iraniens, même nos correspondants à Téhéran. Il se passe quoi aujourd'hui? Alors, il y a La contestation, elle est retombée? En fait, la contestation, non. Alors, la colère, elle est extrêmement importante, puisque chaque personne avec qui je peux parler me dise la même phrase. On connaît tous quelqu'un qui a été tué ou qui a été blessé ou qui a été arrêté. Donc c'est dire l'ampleur effectivement de la répression. Il y a des journalistes, notamment deux journalistes iraniennes très courageuses qui ont publié sur Instagram notamment des nouvelles en disant que la ville était en deuil, que le pays était mort, ça sentait la mort partout. Ce sont des mots extrêmement forts. Ce qui se passe actuellement, c'est que les enterrements de ces personnes qui ont été tuées doivent se faire dans le plus grand secret parce qu'il y a des forces de sécurité qui sont très déployées, puisque la République islamique a très très peur que ces funérailles deviennent des manifestations politiques, ce qui est le cas. Hier notamment, il y a quelques jours, il y a une vidéo qui a été filmée lors d'un enterrement où on entend des personnes crier des slogans donc, contre la République islamique, mais parallèlement les entendre chanter, les entendre applaudir, puisque c'était une personne, un jeune homme très jeune qui avait été tué. Donc beaucoup de magasins fermés, une très très grande dépression et une très grande tristesse qui s'est abattue sur les Iraniens, puisque quand ils arrivent à se connecter sur Internet, c'est très peu de temps, peut-être 5 minutes, mais du coup ils arrivent à voir les images que nous avons eues, mais dont ils ont été privés par les autorités. Et surtout, ce qui est très compliqué, c'est de savoir quand Internet va être rétabli. Ça coûte plusieurs millions de dollars par jour à l'Iran, ces coupures Internet. Et il y a cette épée de Damoclès, effectivement, des autorités qui disent peut-être demain, peut-être après-demain, donc un stress supplémentaire. Et évidemment, avec ce que vient de dire Donald Trump sur l'Iran, qu'il allait négocier avec la République islamique, c'est une chape de plomb supplémentaire pour les millions d'Iraniens là-bas. Voilà, Donald